Après la révolution industrielle, il y a donc eu deux catégories de personnes. Il y avait les salariés d'une part et les patrons d'autre part. Donc les patrons ont donc changé la structuration de la société. Parce qu'avant, pour reconnaître qu'un pays était riche, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait les matières premières que le pays a. Mais aujourd'hui, pour reconnaître qu'un pays est riche, on observe une statistique qui s'appelle le PIB, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être au Cameroun, on va regarder les entreprises qui produisent localement, peut-être un produit comme le chocolat, et le chiffre d'affaires qui est généré par cette entreprise-là, et surtout les devises générées peut-être si le Cameroun exporte son produit à l'extérieur, ainsi de suite. Voilà le genre de statistiques qu'on regarde maintenant. Ça veut dire que c'est un nouveau système qui a été créé grâce à la révolution industrielle et qui a développé un capitalisme où il y a maintenant une petite catégorie de personnes qu'on appelle une oligarchie, qui détiennent des usines et des entreprises et qui emploient des ouvriers qui travaillent dans ces entreprises-là. Et c'est eux qui captent la plus grande valeur. Donc on a d'une part les ouvriers et d'autre part les patrons. Et le problème qui se pose maintenant, c'est que les patrons ont commencé à exploiter les ressources comme le pétrole, comme l'or, du moins les ressources minières et les ressources qui correspondent à la richesse d'un pays. Ils l'ont fait aux États-Unis, ils l'ont fait en France, ils l'ont fait en Grande-Bretagne, partout. Et ils l'ont tellement fait, parce que quand on parle de révolution, c'est les années 1800, 1900, ils l'ont tellement fait qu'ils ont vidé toutes les ressources de leur pays. Dans un pays comme la France, plus de 85% du sous-sol a déjà été exploité. Donc tout ce qu'il y a dans leur sous-sol, ils connaissent déjà. Ils se rendent compte que s'il faudrait que l'industrie continue de croître, on ne peut plus seulement rester en France, sinon on n'aura plus assez de ressources. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans d'autres pays où il y a ces ressources-là pour prendre ces ressources. Mais si on arrive dans ces pays-là, comme en Afrique, pour prendre ces ressources, les gens vont se rebeller. Donc il faut qu'on utilise certaines techniques pour pousser à ce qu'ils ne se rebellent pas. La première technique, c'est la religion. On va leur dire que les biens terrestres, ça ne sert à rien. Le Seigneur qui a tout. Il faut prier. C'est au ciel que vous serez riche. Ici sur la terre, c'est inutile. C'est les biens terrestres. La première technique. La deuxième technique, ce sont les médias qui vont amplifier aussi ces informations. Et la troisième technique, c'est l'école. Ça veut dire qu'on va créer une école où on va standardiser les cerveaux. C'est pour ça que si je pose une question aux gens là maintenant, que quel est ton projet? Vous allez voir que les projets sont toujours orientés dans un certain domaine. Quelqu'un va te dire que je veux faire une ferme, je veux faire l'agriculture, je veux faire l'agro-industrie, je veux faire machin. Mais personne ne va te dire je veux construire l'arme nucléaire. Personne ne va te dire que je veux fabriquer un char de guerre. C'est difficile que quelqu'un te dise que c'est son projet. Personne ne va te dire que je veux fabriquer l'hélicoptère pour aller combattre par exemple les Chinois. Il va tout te dire qu'il veut faire la patate. Il veut cultiver la tomate. Il veut faire le piment. Je parle du fruit, pas de l'autre. Alors, ce qui fait donc en sorte que, même au niveau de nos rêves, on a standardisé nos rêves et nos projets à cause de l'école ou grâce à l'école, si on prend sous leurs angles. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va orienter une catégorie de personnes à faire l'agriculture, mais pas n'importe laquelle. On va les orienter à faire le cacao, à faire le coton, à faire le blé. Non, pas le blé, à faire le café, etc. Pourquoi est-ce qu'ils nous orientent à faire ça? Parce qu'ils ne peuvent pas faire ça chez eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui connaît la superficie du Liban? Qui connaît la superficie du Liban? Vous pouvez sortir vos téléphones, vous partez sur Google, vous tapez superficie Liban, vous nous dites combien ça fait. Vous serez surpris, parce que c'est le genre de recherche qu'il faut commencer à faire. Ne tapez pas seulement YouPorn. Superficie Liban, pardon? Voilà. Maintenant, tapez superficie Douala. Vous avez dit 10 000 combien? Donc, disons même 11 000 kilomètres carrés, n'est-ce pas? Tapez superficie Douala. C'est combien? Vous voyez la différence entre la superficie du Liban et la superficie de Douala seulement? Ça veut dire que Douala est 20 fois plus grand que le Liban. Le Liban, c'est un pays, c'est même pas un quartier. Sauf que quand on se retrouve au Cameroun, il y a plusieurs secteurs d'activité qui sont contrôlés par les Libanais, comme l'eau, qui est contrôlée par les Libanais, parce que superment sont les Libanais. Comme les produits cosmétiques, ils ont 30% du marché des produits cosmétiques, ici au Cameroun. Un pays qui fait 11 000 km², c'est-à-dire 20 fois moins que Douala. C'est donc ça qu'il s'agit.
Je ne veux même pas parler des autres domaines. Mais, c'est 11 000 km², non? Est-ce qu'on peut cultiver le cacao là-bas? C'est que les gens vont vivre où? Si on fait le cacao, c'est qu'il n'y aura plus l'espace pour que les gens vivent. Donc la meilleure technique, c'est de faire quoi? C'est de venir au Cameroun, de former les Camerounais pour que les Camerounais aillent se lancer dans le cacao, parce qu'ils ont 475 000 km². Et nous, on vient seulement, on achète leur cacao à un prix qu'on a fixé nous-mêmes. On va fabriquer un chocolat avec dans notre pays pour enrichir notre pays. Et puis on prend ce chocolat, on revient leur vendre ça. Et on gagne plus d'argent. C'est plus intéressant. Donc, pour que le système-là continue de perdurer, il faut qu'on continue de leur apprendre à l'école que l'agriculture, c'est bien. Il faut qu'ils aillent cultiver le cacao. Allez cultiver le café. Allez cultiver le coton. Allez faire le marketing pour nous aider à vendre nos produits. Allez faire la comptabilité pour nous aider à bien gérer notre argent. C'est donc de ça qu'il s'agit. Donc, les industriels conçoivent des programmes pour nous orienter à faire des disciplines qui vont les aider, eux, à être plus riches. C'est pour ça que quand quelqu'un fait la comptabilité, en général, et qu'il vient dans un entretien, on lui demande toujours, est-ce que tu connais Sage Sari? Est-ce que tu connais exploiter le logiciel Sage Sari? N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut faire la comptabilité, ça apprendre Sage Sari? Et quel est le comptable dans la salle? Sage Sari, tu connais? Forcément. Sage Sari. Oui, oui, tu voulais dire quelque chose? Moi, j'ai pas été formé sur Sage Sari. Tu as été formé sur quoi? Océan Oui. logiciel comptable. D'accord. Dans quelle école? Autodidacte. Voilà, c'est pour ça que tu as appris de là-bas. Voilà. Et puis, le logiciel M3. D'accord. Vous comprenez la différence, non? C'est parce qu'il est autodidacte. Ça veut dire qu'il n'est pas passé par le circuit classique. Parce que si tu avais fait une formation de comptable dans les écoles classiques, tu devais apprendre des Sage Sari. C'est obligé. Ce n'est pas que c'est toi qui veux. Vous comprenez comment on standardise les cerveaux? C'est pour ça que les personnes les plus excellentes sont les autodidactes. Parce que quand on ne passe pas par ce système, on a la possibilité de ne pas être victime de ce standard. On peut aller au-delà, même sans rendre compte, même sans s'en rendre compte qu'en réalité, il y a un standard. Parce que quelqu'un qui est au marché tous les jours, il vend. Lui, il ne sait pas qu'il y a un standard là où il faut ça et ça et machin. Il a son cahier, il note, j'ai gagné 10 000 aujourd'hui. Comment faire pour gagner 20 000 demain? Il essaye de voir les stratégies qu'il peut mettre sur pied. Toi, tu es au marché, à l'école, on te dit que ça arrive, voilà ton ordinateur, voilà comment il faut mettre le stock, voilà comment il faut gérer telle donnée. On te standardise le cerveau, lui, il ne connaît même pas ça. Sauf qu'après, c'est lui qui va t'employer. Parce que lui, il sera déjà à 500 milliards. Et tu vas venir avec, j'ai l'honneur de gérer ta comptabilité. Il va te dire, bon, ok, quelle est ta prétention salariale? Tu dis 120 000, il dit non, non, on va commencer avec 30 000. Si après 2 mois, tu te démarques, on peut te prendre. Tu te rappelles que tu as déjà fait les entretiens comme ça au moins dans 30 entreprises. On ne t'a même plus rappelé. Voilà au moins le premier qui dit qu'il va te donner 30 000 le premier mois. Tu valides. Et tu oublies tes années à l'école, tu oublies ça, parce que tu veux au moins sortir de la maison. Surtout quand on t'a dit que tu dois te marier l'année prochaine. Le mariage rend les gens fous. Fous. Parce qu'on te dit qu'on doit se marier. Tu pars, tu commences à faire des choses extraordinaires. Bon, après, ce n'est pas seulement le mariage, il y a d'autres contraintes aussi qui poussent parfois à faire des choses extraordinaires. Donc, c'est pour que vous puissiez comprendre en réalité que eux, ils ont conçu le système éducatif pour standardiser nos cerveaux. Pour nous pousser à faire ce dont ils ont besoin. Pas ce dont nous avons besoin. C'est pour ça qu'en réalité, lorsqu'on dit que l'Afrique est riche, ce qui est vrai, mais riche potentiellement. Parce qu'en réalité, pour prétendre qu'on est riche, c'est de pouvoir transformer le potentiel dont on dispose, qui est peut-être la matière première. Je vais prendre un exemple comme le Cameroun, dont le sous-sol est inexploré à 60%. Ça veut dire que 60% du sous-sol du Cameroun, on ne sait pas ce qu'il y a. Du moins, c'est pour le moment. Et c'est magnifique. Parce que ça veut dire que demain, on peut découvrir qu'il y a le diamant en bas de cet immeuble. Mais je vais aller plus loin. Est-ce que vous savez qu'il y a des ONG qui sont en train de cartographier tous les pays d'Afrique en termes de ressources minières, sol et sous-sol, actuellement, jusqu'à ce qu'il y ait même une carte des ressources minières de l'Afrique qui est faite par les Occidentaux.
Ça veut dire qu'ils maîtrisent mieux notre sous-sol que nous-mêmes. Dans leur système éducatif, il y a des spécialisés sur les questions africaines. Voilà. C'est pour ça que parfois, vous voyez France 24, on interviewe un blanc. On dit qu'il est expert du Cameroun. Il est expert du Cameroun. Tu ne l'as jamais vu, tu ne le connais pas. On donne son nom. Il dit, vous savez, le Cameroun, c'est un pays où la population est vraiment beaucoup plus orientée vers tel. Tu dis que, hey, le gars, c'est en train de parler du Cameroun à l'international.